Alors on va à présent ouvrir le débat, les questions, les échanges. On a le droit de rester jusqu'à 11h. Et je remercie encore d'ailleurs l'Université de La Réunion de nous permettre de bénéficier de ce lieu d'échange. Voilà. Donc on ne s'arrête pas trop au-delà de 11h par les appariteurs qui travaillent et s'occupent de nous. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on va faire circuler la parole avec ce micro. Je pense que ça ira très bien aussi. Bon, la première personne est toujours difficile. Bon, j'ai juste un mot. Je ne vous sais. Bon, mais il n'y a pas de micro, il n'y a pas de masque. Vous m'entendez? C'est ridicule, c'est vrai. On croit qu'on est toujours maîtrisé. On croit qu'on a toujours besoin de technique pour s'exprimer. Micro, on a besoin de technique. s'il vous plaît. Le son. Bon, on a mieux enregistré. Je dis que vous n'avez pas le droit de dire nous. Quand vous dites nous, c'est je. Nous cache toujours un je. Donc, ce que vous avez dit, monsieur, c'est je, c'est pas nous. Moi, je ne me reconnais pas dans vos paroles. Nous sommes deux auteurs. Nous sommes deux auteurs. Nous nous demandons si nous ne devrions pas prendre des mesures. Vous parlez au nom des Français, de je ne sais qui. Ça n'existe pas pour moi, ça. Hein? On doit dire je. On doit dire je pense que. On ne doit pas dire nous nous inquiétons. Comme tout à l'heure, on ne doit pas dire nous avons peur. Moi, je n'ai pas peur. Hein? J'ai absolument pas peur du Covid. Je vous interdis de dire nous avons peur. C'est la première règle de communication. On ne parle pas à la place de l'autre. On parle en son nom. Quand vous dites « nous avons peur », ce n'est pas une phrase acceptable, qu'elle vienne de n'importe qui. Qui c'est ce « nous » ? C'est comme ça qu'on nous berne. Et donc nous ne nous bernons pas nous-mêmes. Nous, voilà, je le fais. Pour ça, non. Vous m'entendez? Sur l'enregistrement là. Je voudrais rebondir sur la. Vous avez parlé de la thèse de la vulnérabilité. Sur quoi vous vous basez pour nous dire que la crise actuelle était imprévisible, l'arrivée de ce virus était imprévisible? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui avaient prévu ce genre de choses. Il me semble avoir vu, alors je ne me souviens plus, je suis désolée, une espèce d'organisation mondiale de finances en 2010 qui prévoyait déjà qu'il y aurait un problème de pandémie en 2020. Donc sur quoi vous êtes basé? J'ai l'impression que vous partez d'un postulat qui est peut-être... voilà. Je vais répondre, mais comme on m'a dit qu'il fallait parler dans le micro pour pouvoir répondre, Vous voulez bien que rendu à la question alors on va donner la réponse. oui, apparemment il y a un seul micro. Oui. Normalement on en a deux. Mais... C'est pas ça le difficile. L'acoustique de la salle permet de parler sans micro. Essaye de parler sans micro. Ouais. Et puis on laisse le micro Mais à la salle. est-ce que c'est entendu si je parle? Si, ça passera. Ici, Ça passera? D'accord, ici, alors regardons le micro. Je ne... Pour le nous, argument entendu, je laisserai peut-être aussi en partie Stéphane y répondre parce qu'il a employé aussi ce nous, qui est un... non pas une affirmation ou une thèse à mon sens, mais véritablement une façon d'appréhender le relais général d'une opinion. Je ne pense pas que quand j'ai défendu une thèse, j'ai défendu une thèse au sens d'un nous qui était un nous pour tous. Voilà. Quand j'ai défendu une thèse, si j'ai employé le nous, c'est le nous au sens des deux auteurs de l'ouvrage. Maintenant, on ne peut pas contester, à mon sens, qu'il y ait quelque chose comme un nous dans nos sociétés, c'est ce qui fait l'existence d'une société, qu'il y ait un nous collectif, au sens où un certain nombre de lois nous présentent une représentation
qu'on peut contester. Un peuple existe comme un nous aussi. Enfin, voilà. J'en dirai pas plus sur... C'est les terriens, les humains qui sont des habitants de la Terre. Donc moi, je ne me reconnais pas dans un nous français, dans un nous réunionnais. Le seul nous que je connaisse, et encore, je ne le connais pas, parce que moi, je n'ai pas le droit de parler au nom des humains. Mais, donc, si je voulais parler en prenant du recul, comme vous dites si bien, je dirais, les humains sont vraiment dans la merde. Et pourquoi ils sont dans la merde? À cause du capitalisme et à cause des multinationales. C'est tout, et à cause de la circulation mondiale effrénée de tous les produits. Voilà. Pas à cause de l'avenir de la réalité, des trucs comme ça. Quoi. Et donc, il y a une rationalité très claire, c'est que le capitalisme aujourd'hui. Je vous remercie. Pour répondre à l'autre question sur la vulnérabilité, je ne conteste pas du tout qu'il y ait eu un certain nombre, notamment dans les sociologues, un certain nombre d'écrits qui, dès 1974, envisagent cette vulnérabilité au plan climatique, au plan sanitaire. Donc, très clairement, je ne dis pas que ma thèse est inédite, c'est la raison pour laquelle je disais une découverte relativement inédite de la vulnérabilité. Il y avait le relativement qui consistait à dire que cette appréhension de la vulnérabilité n'est pas nouvelle au plan théorique. Maintenant, il y a deux facteurs de nouveauté que j'ai essayé de mettre en lumière, que nous, auteurs de cet ouvrage, avons essayé de mettre en lumière. Peut-être dans le nous collectif, c'est-à-dire dans une opinion, dans l'enseignement que nous avons de nos sociétés, c'est-à-dire dans la façon dont nous présentons, en tant que prof par exemple, le modèle économique du capitalisme, le modèle scientifique, etc., on a tendance à considérer que les sociétés les plus développées sont moins exposées à un certain nombre de risques, et notamment des risques de pandémie, à cause de leur système de santé, à cause de leur système de recherche, etc. Mais ça fait effectivement longtemps, depuis les années 70, 90, j'identifie un certain nombre d'auteurs, qui ont montré que c'était une illusion, cette croyance que nous pourrions être prémunis contre la survenance de nouveaux risques, que ce soit des risques naturels, c'est en partie naturel la pandémie, ou des risques technologiques, etc. Mais il y a une forme de confiance dans des sociétés scientifiques et techniques. Donc, il y avait cette première dimension, et la deuxième dimension, c'est ce que j'ai appelé l'extrémisation de la vulnérabilité, la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui agissent comme une logique fatale aujourd'hui. Et je ne prétends pas être le producteur de cette idée, mais il y a une convergence depuis une quinzaine d'années dans les recherches de sciences politiques notamment, sur la question de ce qu'on appelle nous l'extrémisation, de ce que d'autres appellent l'intersectionnalité, qui est un peu décrié aujourd'hui dans le débat, mais ça c'est un autre débat, c'est-à-dire des modèles qui construisent une vulnérabilité à partir de l'articulation entre différents facteurs. Et cette articulation n'est pas simplement le cumul de ces facteurs, mais quand plusieurs facteurs se retrouvent ensemble dans une même situation, c'est un catalyseur de vulnérabilité. Et c'est pour ça que je parlais de la situation du Bangladesh au plan du changement climatique, c'est que quand on réunit plusieurs facteurs de risque, on se retrouve un peu comme dans une réaction chimique, dans une situation qui est une situation beaucoup plus grave que si on additionne les facteurs. Voilà. Donc c'était un petit peu ça mon idée, l'idée que je voulais défendre, en disant qu'il y a une vulnérabilité inédite. Et si je me suis mal exprimé en faisant comprendre d'une certaine manière que nous avons inventé la thèse de la vulnérabilité, c'est pas du tout mon propos, c'était pas du tout le sens de ce que je voulais dire. Ok, je prends ma question. Moi, ce que j'ai dit, ne visez pas la personne, c'est quelque chose que je voulais dire.
je voulais sortir de ce débat-là. Moi, il y a une chose, j'ai été très intéressé par la question du langage utilisé que Stéphane Concours a souligné. Et j'ai fait une réflexion ce matin. On m'a appris hier que mon fils était, on a dit un mot de ce langage, cas contact. C'est un mot nouveau, je ne connaissais pas tellement avant que le Covid apparaisse. Alors on va dire qu'il a fréquenté ou il était à proximité d'une personne dont la maman est déclarée positive. Il n'est pas malade, mais donc sa fille est déclarée que sa mère est positive. Et donc, comme mon fils danse avec cette fille-là, il est lycéen, et là, on lui dit vous ne pouvez plus aller au lycée pendant une semaine et vous allez tout de suite vous faire tester. Et donc, voilà, j'ai testé mon garçon et je vais avoir le résultat ce matin. Alors, ça m'a amené cette réflexion, c'est que j'ai l'impression, ce qui m'a beaucoup interpellé, qui a participé à mon pharma, c'est qu'on a le sentiment que les mesures qui sont prises en réaction à cette crise, en fait, on n'y croit pas vraiment. En ce sens que mon fils applique les gestes barrières, porte son masque, cette fille aussi. Bon, en principe, il devrait être protégé. Si ce masque est là, il est là pour ça. Et ensuite, on lui dit fais ton test, qu'il soit positif ou négatif, tu resteras chez toi quand même. Donc, je ne comprends pas le sens du test. S'il est négatif, au lycée, on met son masque, on se lave les mains comme d'habitude. Bon. Donc, il y a quelque chose dans cette crise où on propose une solution, mais on n'y croit pas. On propose un remède. Si on me disait, pareil pour le baccalauréat, qui est un test, finalement, il n'aurait plus aucune valeur ce bac. On l'a ou on l'a pas. Je prends aussi l'exemple d'un vaccin, si on prend par exemple la polio, ou quand on touche ce truc rouillé, le tétanos. Bon, on a confiance dans ce vaccin. Quand on est vacciné contre le tétanos, mon fils tombe sur un clou, je vais voir le médecin, est-ce que ces vaccins sont à jour? Oui, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, on est vacciné contre le Covid. Non, c'est pas suffisant. On doit quand même continuer à porter un masque, à faire des gestes barrières, etc. Donc on a quelque chose qui a glissé, où on a des mesures. Est-ce qu'ils y croient vraiment à leurs mesures? Et ça m'a beaucoup déstabilisé, cette histoire. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou pas, mais est-ce que ça fait écho? Oui. Je pense qu'effectivement aussi Philippe peut apporter tout un élément de réponse là, sur les tests, en particulier ce qui se passe dans les lycées ou les autres établissements quand quelqu'un est déclaré cas contact. Ça sera vraiment une mise au point, elle est nécessaire. Tu veux commencer là? Oui, non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je vous propose, c'est que nous mettions le jeu sur cette horrible affiche sans yeux. Et j'ai mon marqueur noir si vous avez de la colère. Et j'ai mon marqueur vert si vous avez de l'espoir. Et le jeu, je le revendique. Parce que des nous, ce ne sont que des jeux. Par contre, il me semble qu'en haut de l'État, ils utilisent plutôt vous. Par rapport à la question que je n'ai pas écoutée, enfin j'ai entendu mais pas écouté, ou l'inverse, je ne sais pas. Les tests, mais on l'a tout dit, les tests c'est aucune fiabilité. Et alors, bonne nouvelle, aujourd'hui, on dit c'est négatif ou positif. Et nous avons appris, avec monsieur le directeur de la veille sanitaire, il y a quelques jours, qu'il allait réunir l'ensemble des laboratoires de Lille, laboratoires de biologie, en leur proposant, effectivement, on sait tous que le 40 c'est inepte. Ah bon, vous le savez? Bah oui, mais sauf qu'on doit, ok, il n'y a pas de souci. On va proposer au laboratoire de mettre négatif, positif, et puis, vous aurez un troisième résultat, douteux. Alors moi je m'imagine déjà ma prochaine régulation. Ce que je vous dis, c'est pas une fake news. Donc je m'imagine déjà la régulation au centre 15. Allô? Oui, alors non, mais je suis douteux. Non, si je suis douteux. Mais vous vous rendez compte? C'est pire que l'attestation pour sortir en France il y a quelque temps là. Mais c'est inepte, c'est insupportable. Parce que derrière, c'est vous que vous êtes tous, dans laquelle nous sommes tous, avec plein de jeux quelque part. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc voilà ce qui est prévu. Donc les tests, quand vous êtes enceinte par exemple, alors sachez que quand vous faites un test d'urine, c'est justement, on ne sait pas trop. On va attendre 9 mois pour voir si par hasard le résultat était positif ou négatif. Sauf que là on a déjà 14 mois de grossesse.
Hein. Eh bien, il y a des sérologies, par exemple, et comme il y a des médecins et ça, ils savent de quoi je parle, sérologie, c'est pas oui ou non, c'est au-dessus d'un certain seuil. Donc c'est très compliqué, et c'est pour ça que les biologistes, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce que l'OMS dit? Des tests, d'ailleurs ils ont été faits pour diagnostiquer une maladie. Le monsieur, dont j'ai oublié le nom, qui a eu le prix Nobel, il le dit sans arrêt, il a été pour le diagnostic, absolument pas pour tester. C'est un non-sens, c'est pas moi qui le dis, c'est pas la Réunion, c'est pas la France, c'est dans le monde. C'est un non-sens. Donc ce test, tel qu'il a été, tel qu'on le fait tous les jours, non seulement il a coûté déjà 20 millions à la Caisse de Sécurité Sociale ici, on a sans arrêt des laboratoires qui nous disent mais arrêtez, il y en a qui le font 3, 4, 5 jours nuit s'ils pouvaient. C'est gratuit, j'ai entendu à la télé hier. Ouais, c'est gratuit, ouais. Gratuit. D'accord, ok. Avec ça, on aurait pu employer un certain nombre d'AVS pour suivre les enfants en souffrance. On aurait pu employer des aides-soignants, des médecins. Et pourquoi est-ce qu'on va tous en réanimation? C'est parce qu'il n'y a pas de médecin. Il y a une infirmière. Pourquoi? Parce qu'il y a une infirmière qui doit gérer la nuit 20, 30, 40 patients. Alors évidemment, s'il y a un souci, on va dire « Ouais, mais l'infirmière, la vie calme. » Non, ok. On passe le bébé, parfois malheureusement nos anciens, on passe le bébé en réanimation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des grands professeurs, notamment le patron de chirurgie digestive, urologique à Cochin, ou d'autres patrons de réanimation qui disent « Mais arrêtez de dire que la réanimation sont saturées, c'est faux !» C'est faux, ou alors on les sature de fait. Pourquoi? Il y a deux éléments. La tarif à l'activité, la tarification à l'activité, qui fait que plus on a de patients dans un service, plus le service reçoit de l'argent. Et si vous avez 0 service de réanimation, eh ben, allez-y vite, hein, parce qu'il va fermer sinon. Je vous assure que c'est comme ça que ça passe. Il n'aura plus de financement. Outre le fait que, et c'est pas moi qui le dis, c'est des réanimateurs à Paris, la majorité ou un bon nombre n'ont pas d'oxygène, en tout cas ne sont pas intubés, ventilés dans les réanimations en France. Ils auront peut-être 2 ou 3 litres. Mais on va dire que les services de réanimation sont surbookés. Pourquoi? Ça fait peur aux gens. Oh là là, on a tous nos masques, surtout. Non. Donc tous ces tests, en fait, on est parti d'un postulat qui est faux. Enfin, il n'est pas faux. Le test est valable. Enfin, il est valable jusqu'à 28,6, d'après le prix Nobel. 30, 32, 33. Moi, j'avais posé la question en direct sur RTL Réunion à l'ancien directeur de la veille sanitaire. À combien il est le CT à La Réunion? Oh, ben, médian. Combien il est, s'il vous plaît, monsieur? Ok, on vous remplace par quelqu'un d'autre, pas pour ça qu'il est parti. Bref, tout ça pour vous dire qu'en plus, l'OMS indique, c'est marqué noir sur blanc, il faut que ce résultat du CT, de ce test, soit marqué sur le résultat, sur le laboratoire. Et vous verrez, vous l'avez fait, il n'y est pas. Il y est? Non, il n'y est pas. Or, monsieur le directeur, je refuse de mettre des noms propres vers une fonction parce qu'on s'attaque à des fonctions. Et effectivement, madame, vous avez bien eu raison de préciser, mais tout le monde n'a pas entendu, c'était pas une attaque personnelle par rapport à ce monsieur. Et merci, c'était très bien ce que vous avez dit, mais bon, voilà. Effectivement, ce n'est pas des attaques personnelles, c'est des attaques de posture, ou de nous, j'en sais rien, enfin bref. Tout ça pour dire, je sais pourquoi, parce que j'ai perdu le fil de... Et bien, après avoir vu les biologistes, une centaine, je crois à peu près, eh ben, j'aurais dit, mais il sera marqué sur le tas. Non, il ne sera pas marqué. Ok, bon, voilà. Par du CT, le résultat sera marqué par le CT. Comment voulez-vous faire une interprétation, dire à un enfant, t'es un des 3 clusters, va au fond de la classe, parce que s'il y a des parents ici qui veulent témoigner, c'est ce qui se passe, et que le collectif Enfants 974, je ne citerai pas là de nom, mais avec 2 personnes extraordinaires, de parents d'élèves, et puis plein d'autres, on fait une notification qu'on a donnée au rectorat, vous leur dites, vous êtes au courant de ce qui se passe dans les écoles? Oh ben oui, on a téléphoné, tout se passe bien. Ah ouais? On n'a pas de parents qui se plaignent, ok? Eh ben nous, on va vous dire ce qui se passe. Et ils leur ont donné un relevé. Et nous, par habitude, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les réunions? Puisque pour avoir fréquenté depuis des années, il n'y a jamais de compte-rendu de ces réunions. Il y a des relevés de décision, mais il n'y a rien qui se décide. Donc il n'y a pas de compte-rendu. Eh bien nous, on le fait à leur place. Moi, j'ai fait un compte-rendu à l'ARS, au directeur de la veille sanitaire, avec un double à madame la directrice, pour transmission au préfet, de tout ce qu'on a donné comme document. Le dossier vermectine, le dossier des tests, les masques chez l'enfant, etc., etc., etc. Ils ne pourront plus dire qu'ils n'étaient pas au courant. Nous, maintenant, alors, Louis Fouché est très fort,
vous connaissez, il fait partie du CSI, justement, dans la dizaine qu'on est, avec le professeur Touviana, Perron, etc. Donc moi, c'est un honneur. Je dis, mais je ne suis pas scientifique, si on a besoin... Bon, ok, lui, il reste calme. Et bien maintenant, il faut être calme. Actuellement, vous avez la manifestation à Saint-Pierre, des masques blancs, blancs comme, pas l'espoir, blancs comme la paix, la colombe. Et moi, je dis aux autorités sanitaires, écoutez, moi, on vous informe, on vous informe. Et le à vous de réagir. On a fait notre boulot, on n'est plus du tout là pour vous convaincre. Ça fait 1 an qu'on essaie, c'est fini. Donc on est dans la stratégie de chanter, de danser. Et quand tu dis que la démocratie n'est pas en péril, ben, je suis désolé, mais on devait danser, chanter cet après-midi. Comme on l'a fait à Champfleury sur la Ligue des droits de l'homme. Pas la Ligue des droits de l'homme, le Parvis des droits de l'homme. Donc par hasard, à 2 pas du palais de justice, je ne sais pas si vous vous avez rendu compte, et à 2 pas d'un endroit privé de spectacle, même s'il y en a un petit peu. Mais voilà, cette chose qu'on devait faire, chanter, danser simplement comme HK qui est l'auteur de cette chanson magnifique, qu'on vous fera entendre à la fin. Qu'est-ce qu'il dit, danser encore ? Nous, on veut continuer à danser encore. Nous sommes des oiseaux de passage. Nous venons briser le silence. Et quand le soir, à la télé, Monsieur le Bon Roi parlait, est venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Il faut qu'on soit élégance. Le colibri, il n'a pas fondé Ravi, il n'a pas fait tout seul le colibri. C'est chacun de jeux, justement, chacun des jeux. Et donc, non, cette démocratie est en péril, parce que l'organisateur qui a eu le courage de donner son nom, qu'est-ce qu'il a reçu? Avec les gendarmes à son domicile, il y a 3 jours, les gendarmes. Et quand on parle avec les gendarmes, ils disent, mais on a vraiment autre chose à faire. Monsieur, la manifestation tendant à promouvoir l'activité physique et sportive. L'activité physique et sportive. Je suis médecin du sport, moi. On ne peut plus. De toutes les tranches d'âge faisant l'objet de la déclaration est telle et telle. Si cette violation est constatée à nouveau, dans un délai de quelques jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en cas de violation à plus de 3 reprises. Dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. On rigole plus. La démocratie, non, je suis désolé, elle n'est plus là. Elle ne prend pas forcément la même forme que dans d'autres pays totalitaires. Mais je suis désolé, on ne peut pas dire que là, en mars 2021, on soit au même niveau qu'en mars 2020. C'est faux. Voilà. Donc, voilà pour la question sur les tests. S'il vous plaît, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de réactions, 3 ou 4, mais j'aimerais revenir à ce que le monsieur a dit et essayer de préciser en 2 minutes simplement quelque chose concernant peut-être l'essentiel de son intervention qui est partie de son vécu. C'était l'idée que, le sentiment plutôt que l'idée, que certaines mesures qui sont prises et qui nous sont imposées sont des mesures dans lesquelles personne ne croit et pas les personnes qui les font appliquer davantage que nous lorsqu'on doit les subir. Et là, il y a sans doute 3 choses qui sont en jeu à 3 niveaux différents. Il y a en contexte d'incertitude le principe de précaution, je ne sais pas. Deuxièmement, il y a aussi la volonté de se prémunir quand on est un responsable contre des attaques juridiques, se protéger, une sorte de juridisation des rapports sociaux. Et puis il y a une 3e chose qui est la volonté d'imposer des mesures symboliques. Par exemple, à un moment donné, on avait interdit aux gens de se promener sur la plage. Ce n'est pas parce que le Covid est particulièrement virulent sur la plage, mais c'est parce qu'il fallait différents symboles pour montrer que nous devions tous en finir avec nos vieilles habitudes et en prendre de nouvelles. Et alors, c'est peut-être inepte, interdire des choses sans aucun fondement scientifique, mais c'est... Tu peux répéter ce que tu as dit? C'est renversant. Oui. Mais là, on est aussi devant un problème qui nous interroge tous, qui est devant ces mesures symboliques, non pas simplement est-ce qu'on en fait trop, parce que maintenant tout le monde a bien compris le message, mais moi j'ai entendu dire, quand j'ai essayé de dire qu'il fallait peut-être moins de mesures symboliques et plus de choses appuyées sur les connaissances scientifiques, que les Français étaient quand même un peuple qui détestait obéir et qu'il fallait, contrairement peut-être à des pays du Nord, toujours plus de répression, taper sur les gens pour qu'ils puissent enfin se mettre d'une certaine manière à respecter un certain nombre de choses fondamentales. Je donne juste un exemple et puis je rappelle, puisque ça rebondit sur la question des normes. Moi qui suis un peu plus vieux que
certains étudiants dans la salle. J'ai vécu l'époque où on pouvait, dans les rues des villes, conduire à 60 km/h. Et c'est passé à 50 km/h. Quand c'est passé à 50 km/h, c'était avec la justification, en imposant 50 km/h, les gens vont conduire à 60. Parce qu'ils conduisent toujours un peu au-dessus de la limite. Et donc, pourquoi dire ça? Donc, il y a comme ça des mesures entre guillemets symboliques qui sont prises, comme des avertissements, mais d'une certaine manière, ce qu'on paye là, de manière, à mon avis, on n'en peut plus, c'est une sorte d'infantilisation générale de la population. Parce que quand on nous impose toutes ces mesures qui ne sont que symboliques, au bout d'un moment, la coupe est pleine. On est vraiment traités comme des enfants. Juste au niveau... Je finis, au niveau de l'organisation, donc je vois 3 prises de demande de parole, même 5, donc on va essayer de faire très vite parce qu'il nous reste un quart d'heure. Donc il y a le monsieur en haut, la dame là, et puis 2 en bas. J'ai oublié personne? Voilà, je vais faire circuler le micro. Oui. À 75 ans, j'ai vécu depuis 1957 moult pandémies. Et je suis toujours là. Je n'ai jamais adopté un quelconque geste barrière. D'autant plus que, par rapport à l'assistance, j'ai poursuivi mes études, je suis un technicien, et pour être plus simple, je suis peintre en automobile. Et peintre en automobile, la propriété, on nous a donné des masques que les soldats portent sur les champs de bataille, des masques antibactériologiques avec recharge. Quand on a déjà peinturé une voiture avec ce masque à visière, pas ce que vous avez sur le visage, avec ce masque, on est obligé de retirer de la peinture dans les narines sur les sourcils. Alors que la particule de peinture, c'est de l'ordre de 7 à 8 microns. Et le virus, si je connais un petit peu, je fais que répéter ce que j'ai dit, c'est de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire un milliardième de mètre. Non, et rien, alors ce qui est dit, rien n'arrête le virus. Même pas le fil en céramique poreux. Donc, depuis 1957, j'ai traversé tout ça. Maintenant, quelle résolution doit-on prendre face à cette dictature politico-sanitaire? Voilà. C'est un peu dommage, cet après-midi, on ne puisse pas se réunir. Du coup, moi, je vais essayer de faire court. Bravo et merci beaucoup pour cette occasion d'avoir un débat quand même démocratique sur le sujet actuel qui est carrément impossible dans les conditions actuelles. Et moi, je viens de Saint-Joseph, c'est pour ça que je suis arrivée un peu tard. Et j'espère qu'il y aura l'occasion de renouveler l'expérience, et notamment dans le sud, à d'autres endroits de l'île. J'ai rencontré pas mal de personnes qui sont ici présentes il y a 5 ans. Là, on va pouvoir faire fêter les 5 ans de Nuit debout. On était au Baobab de Champfleury. Et si aujourd'hui on voulait reproduire l'expérience citoyenne qui a été les débats dans les agoras de Nuit debout, on ne pourrait pas, à cause du couvre-feu. Donc déjà, je vois une grande évolution en termes démocratiques de ce point de vue. Interdiction, les atteintes à la liberté d'expression, les atteintes à la liberté d'opinion, les atteintes à la possibilité de se rassembler, de débattre. Il n'y a pas besoin d'épiloguer, on est vraiment dans la merde. Moi, je fais un grand parallèle entre ce que nous vivons et la notion de viol. On parle de la culture du viol. Qui touche les femmes. Donc nous, de notre point de vue de femme, ce que je vais dire, on l'a expérimenté maintenant, c'est bien aussi
d'extrapoler cette culture du viol et comprendre que le consentement et la dignité des problèmes, des humains ne posent plus un problème à nos dirigeants. Aujourd'hui, on essaye de vivre le plus normalement possible à notre échelle, alors qu'ils viennent de, confirmez-moi, hein, mais la Commission européenne vient de valider un passeport sanitaire, un passeport vaccinal, en squeezant absolument tous les processus démocratiques. Alors je sais que le Parlement européen n'a pas énormément de pouvoir, hein, c'est une chambre démocratique d'enregistrement et qui ne propose que des avis consultatifs, mais quand même il y a la possibilité d'avoir des débats et de proposer des amendements. Ça a été cassé. On sait aussi ce qu'il en est au niveau de l'échelle nationale. Le Parlement ne peut plus débattre, ne peut plus voter. Donc voilà, on en est là dans notre démocratie. Je peux me permettre de parler de ça parce que j'ai un bagage juridique de droit international et communautaire. Donc la réalité actuelle, c'est que si on veut un peu de droit, de justice, de démocratie, de liberté, on se doit à notre niveau personnel et individuel d'entrer dans la résistance. Moi, je choisis que cette résistance, elle soit dans l'amour, de renforcer notre système immunitaire par les moyens qui sont sains, c'est-à-dire l'alimentation, le sport, respirer, se prendre dans les bras parce que ça nous fait beaucoup de bien. Je suis thérapeute actuellement et je peux vous dire que la quasi-totalité des gens qui viennent me consulter, c'est pour des dépressions et des problèmes anxieux. Et la réalité, c'est que les enfants n'ont jamais été aussi mal. Moi, ma fille, elle est née dans le confinement. Et elle n'a jamais rien vu, rien connu d'autre que des gens qui se masquent. Il est hors de question. Et je sais que je croise des gens, je parle avec beaucoup de gens tous les jours, excusez-moi d'être longue. Mais chaque personne que j'ai l'occasion de croiser, je pars du principe que c'est un être humain comme moi, qui vit ce que l'on vit actuellement comme une énorme violence et un viol de notre consentement, un viol de notre dignité. Nous avons le droit de choisir le premier droit pour nous protéger, c'est le droit de dire non. Nous avons le droit, nous nous faisons de mal à personne. Quand nous décidons de dire non, vous pouvez le faire aussi. Excusez-moi pour toute l'émotion qui ressort. Soyez fiers de vous. Avancez tête haute. Et merci. Et on tient vos larmes. Je ne vais pas faire un abus de pouvoir, mais je vais quand même le faire un tout petit peu. Je voulais juste en profiter, excusez-moi, je vais juste en profiter pour parler de démocratie représentative, pour montrer à quel niveau nous en sommes. Je l'ai précisé dans ce que j'ai dit en introduction. Aujourd'hui, nous sommes soumis à la loi d'état d'urgence, mais la commission de contrôle de l'Assemblée nationale a été supprimée. Voilà, c'est ça la démocratie représentative d'aujourd'hui, et c'est dans le détail qu'on voit vraiment à quel niveau nous en sommes de cette démocratie qui est complètement à genoux. Et si nous ne sommes pas là pour la relever, comme on vient de le dire, par la résistance, il y a eu la résistance des Nuits debout, il y a eu la résistance des Gilets jaunes, aujourd'hui on a le rond-point des Azalées, il y a ici à La Réunion de quoi faire en sorte de relever le défi de cette impérieuse nécessité à vivre. Et aujourd'hui, ce qu'on a en face de nous, c'est vraiment un front, mais un front répressif. Et si on n'en prend pas la mesure, eh bien nos actions ne seront pas à la hauteur de ce qu'on a en face de nous. Et c'est ça qui est important, c'est l'analyse fine que l'on doit faire de la situation. C'est pourquoi ce n'est pas ou démocratie représentative ou démocratie participative, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Ouais, c'est juste ce que je veux dire. Excusez-moi, le prix de liberté, excuse-moi. Ah oui, mais tu vois, moi, tout à l'heure, c'était important. Et c'est ça le problème de la liberté. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes amours, le même point de vue. On parle d'amour, laissez-la parler. Je voulais juste dire que la liberté, elle a un prix actuellement, c'est 135 €. Mais non, c'est pas vrai. Les filles qui mettent pas, je porte jamais de masque, les filles qui croient tous les jours, ils n'ont jamais mis la main.
Oui, mais du coup, ils peuvent pas. Il y a la police nationale, normalement, ils ne payent pas. Il n'y a que la police municipale qui peut casser vraiment les couilles. Au bout d'un moment, 135 €, c'est quoi? Oui, mais c'est psychologique, mais au bout d'un moment, c'est quoi? Moi, j'ai perdu mon boulot, j'ai plus rien, je peux plus rien faire. Et le masque, il faut juste dire non. Au bout d'un moment, vous battez, on parle de la conférence, je suis d'accord avec tout l'amour. Il faut juste faire des petits gestes. Des petits gestes. Et de ne pas porter le masque juste dans la rue, quand vous êtes tout seul, ne le portez pas. Et c'est ça, personne ne fait rien. Pardon. J'ai la parole et je suis tout à fait d'accord. Le masque ne pose pas de problème que chez les enfants. Le masque pose un problème de liberté tout court. C'est ça le souci. Le souci, c'est qu'on n'a peut-être pas pris suffisamment compte qu'on était des êtres de relation, qu'on est des êtres humains, des êtres de relation, des êtres de communication, et qu'on n'a pas à vivre de cette façon-là. C'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. C'est indigne de l'être humain. On devrait avoir la liberté ou pas de le porter. Moi, les autres questions qui me taraudent l'esprit, c'est la question du virus, de sa propagation et du sentiment de culpabilité. Est-ce qu'on peut se sentir coupable déjà de tomber malade? Et est-ce qu'on peut se sentir coupable même quand on n'a pas l'intention de contaminer quelqu'un? Je trouve que c'est une nouveauté dans le monde dans lequel on vit. On n'en avait jamais entendu parler avant. D'où est-ce qu'on peut être coupable de ce genre de choses? Mais que les virus vivent leur vie de virus, qu'on vive nos vies d'humains, et malheureusement, si les chemins se rencontrent, il va bien falloir des événements vont avoir lieu. Et c'est comme ça. Je refuse personnellement, moi, qu'on m'impose la peur, qu'on m'impose une forme de, je sais pas, de rationalisme, alors que si moi je choisis l'insouciance, si je choisis la légèreté, l'optimisme, si je choisis le courage, qu'on m'interdit d'être dans cette posture-là. Je ne trouve pas ça normal. On est des êtres humains, on sait qu'on doit mourir. Lorsqu'on a atteint cette maturité psychologique et spirituelle, on peut aussi la revendiquer. On ne peut pas se laisser toujours mener par le bout du nez et gouverner de cette façon. Je crois, excuse-moi, puisque tu es responsable de la situation de la séance, on a 11 heures pile ou on peut dépasser? On prend peut-être une dernière intervention, mais après... D'accord. Une ou deux interventions, mais vraiment c'est... On va prendre 2 interventions. Oui, bonjour. Moi, je suis atterré, stupéfait, atterré, sur le plan éthique. Imaginez, avant, quand il y avait des blessures de guerre, les gens mouraient parce qu'ils avaient des gangrènes, il fallait les amputer, ils mouraient. Et puis il y a eu les pénicillines. Très rapidement, elle s'est imposée, on mourait infiniment moins avec la pénicilline. Imaginez qu'à ce moment-là, certains États disent « Ah non, non, pas de pénicilline. Non, on prépare un vaccin. » Qu'est-ce qu'on aurait dit? Maintenant, par exemple, quand vous regardez le ciel, vous voyez des étoiles qui ont des noms Aldébaran, qui ont des noms Altaïr, etc. Beaucoup de ces noms viennent de la Perse. La Perse est une immense civilisation. Encore actuellement, des grands mathématiciens. Alors, je pose la question, parce que je n'ai pas le droit de... Non, la parole est verrouillée aussi depuis tout le temps. Je pose la question, est-il vrai que la Perse, l'Iran, a remis en place des usines pour faire l'ivermectine et pour faire leur propre vaccin? Est-il vrai qu'il y a des traitements qui marchent très bien et qu'on nous dit non, il ne faut pas? Éthiquement, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça fait aux philosophes de savoir que l'on meurt, on laisse mourir les gens, alors que d'autres grandes civilisations traitent? Mais nous, non, il ne faut pas. Ça vous fait rien, vous, philosophes, sur le plan éthique? Nous, quand on est médecin, on nous dit, c'est le serment d'Hippocrate. On doit tout mettre en œuvre, en état des connaissances, pour soigner le malade et informer le malade. Quand il n'y a pas d'effet secondaire, quand on produit une ivermectine, est-il vrai que l'ivermectine a été produite, consommée déjà par plusieurs milliards de personnes, essentiellement en Afrique,
parce que c'est un antiparasitaire. Est-il vrai que sur ces milliards de prises, il y a eu très très peu d'effets secondaires? Autrement dit, c'est moins dangereux que le Doliprane. Donc, ça ne peut être. Est-il vrai qu'il y a des études qui montrent que c'est efficace? Qu'est-ce qu'on risque de donner à un produit qui n'a aucun danger et qui peut être efficace, si ce n'est sauver la vie, si ce n'est soigner? Et ça ne vous fait rien de ce que ce soit ça, tu vois? On n'en fasse pas la promotion? Ça ne vous gêne pas? Alors, je passe juste sur... Merci, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais moi, depuis quelques temps, il y a une question que je ne cesse de retourner dans ma tête, c'est comment on a pu en arriver là. Et me poser la question, parler du nous et du je tout à l'heure, et qu'est-ce que j'ai fait moi pour qu'on n'en arrive pas là? Parce que, évidemment, il y a eu des décisions du Conseil d'État, je prends des décisions récentes, qui ont dit qu'un agriculteur, qu'un maire qui interdisait aux épandeurs de pesticides de répandre à moins de 150 mètres du domicile, ben, il n'y avait pas urgence. La vie humaine n'était pas en question. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je suis descendue dans la rue pour rencontrer les décisions du Conseil d'État? Est-ce que les autres maires ont pris des décisions pour appuyer ce faire-là? Que dalle. Quand vous entendez qu'aujourd'hui, hier, je ne sais pas, le Conseil d'État a décidé de valider la réimplantation des néonicotinoïdes envers et malgré tout, alors qu'ils étaient interdits depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait quand les services de l'hôpital sont descendus dans la rue? Est-ce qu'on y était? Personnellement, je les approuvais, mais je n'y étais pas. Alors c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de faire quelque chose et de le faire de façon élégante. On va prendre une dernière question si vous voulez bien, on va conclure. Mes amis, j'ai connecté avec mon français approximatif, mais il y a beaucoup de choses là que j'ai obtenues. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les discours philosophiques. Vous êtes mes amis, mais je ne peux pas laisser passer des choses là qui sont, je dirais, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On est là, à mon avis, dans une offensive mondiale contre la liberté de l'humanité. Et la philosophie, c'est quoi? C'est un peu l'amour de la sagesse et de la liberté, j'espère, n'est-ce pas? À mon sens, c'est ça. On arrive maintenant dans ce temps où ils veulent nous prendre la liberté. Ils nous ont pris tout. On est devenus vulnérables sur tous les plans. On est d'accord. Il y a tout ce qu'on voit sur la planète. Mais là, il nous restait un peu de liberté. Dans certains pays occidentaux, en général, dans les pays, il reste un peu de liberté. Or, cette liberté-là, pour laquelle s'est battu, tous les peuples ont combattu pour cette liberté, maintenant qu'ils veulent bien nous la prendre. Qu'est-ce que... Alors, vous avez vu le passeport vaccinal qui arrive. Donc on parle, c'est ça les choses qui me paraissent importantes. C'est le passeport vaccinal, c'est la liberté de circuler. On n'aura plus ce droit. Cette liberté qui nous est chère et qui faisait quand même la différence par rapport au système autocratique, communiste, dur et autres. Voilà, ils veulent nous la prendre. Et c'est qui c'est nous veulent? C'est, comme vous l'avez dit, les quelques multinationales avec la technologie qui est au plan maintenant pour instaurer un système à la chinoise. On va avoir droit à cela. Ils nous parlent, vous l'avez vu sur Internet, il y a des voix tout à fait sérieuses qui parlent de ça. C'est ça qui me fait peur. Et alors, une chose importante, je voulais vous parler du PCR, j'ai vu des trucs absolument incroyables. Il y aurait des nanoparticules dans les PCR, il faut être quand même prudent. Et il y a des gars qui disent que ça peut provoquer le cancer. Il y a des nanoparticules qui peuvent passer, ça vous l'avez vu, d'accord? Aux États-Unis, dans les supermarchés maintenant, ouais, je finis. Walmart,
ils vont demander la vaccination pour manger. On n'aura plus le droit de manger, hein, ça va venir un peu partout. Et pour renforcer son immunité contre le Covid, ça c'est extrêmement important et c'est les médecins qui peuvent le confirmer. Comme une petite astuce que j'ai pu vérifier et j'ai eu la confirmation, la chaleur c'est vraiment très important. Si vous appliquez de la chaleur, vous respirez une chaleur aussi intense que possible, vous tuez au début le virus. Hein, que ce soit pour la grippe, que ce soit pour n'importe quoi, plus évidemment inhalation, huile essentielle et tout ça, et tout le reste que vous connaissez. C'était la petite astuce. Mes amis, la mise c'est la liberté, c'est pas autre chose. C'est notre liberté. Ils veulent nous la prendre. Ils nous mettent ça. Hein, c'est le signe de la soumission, mais c'est en vérité un combat contre la liberté que nous menons. Ne nous trompons pas. Ce passeport vaccinal, et ensuite passeport santé, puis passeport vert, ça fait écolo, que j'appelle moi passe-partout, qui est donc transformé ensuite en QR code. Et vous avez déjà des établissements à La Réunion qui imposent dans certaines pâtisseries, que je ne nommerai pas, dans un certain lieu, qui imposent le QR code. Ça c'est le premier point. Le deuxième point pour madame. Vous savez que l'INSERM a proposé, pour détecter les variants sud-africains, de faire, j'en ai la haine dans la bouche, des prélèvements anneaux à nos enfants. C'est un double viol. Et ça, qui va réagir? Tout le monde va l'accepter? Tout le monde va accepter qu'on fasse des prélèvements rectaux, anneaux, aux enfants dans les écoles pour soi-disant détecter ce variant sud-africain? Et puis il y a le belge. Et puis il y aura bientôt le variant faculté Moufia à La Réunion. C'est insupportable. Donc effectivement, mais cool, zen. Et c'est pour ça qu'on vous proposera à la fin la musique pour laquelle vous avez les paroles de HK. Et si vous avez vraiment envie, puisque nous n'avons pas le droit de le faire dans le domaine public, sous peine de 3700 je ne sais pas combien, organisez-vous au bas de vos immeubles, entre amis. Vous allez sur Sport sur ordonnance, vous tapez sur Sport sur ordonnance, et à côté vous mettez CSL comme coordination santé libre. Vous avez tout le guideline de l'organisateur. Vous voyez, tout est prévu, et vous verrez ce qui se passe en France. Il faut simplement que ça se passe le dimanche, normalement à 11h, mais ça peut se faire à une autre heure en fonction de la chaleur. Faites-le, faisons-le, avec les philosophes. Il faut que vous ouvriez les esprits. Moi, quand Aude Emmanuel Noirot est venu à côté, je dis ah, c'est super que les philosophes s'intéressent à la médecine. Et moi, je me disais ah, quel dommage que les médecins ne fassent pas plus de philosophie. Il faut qu'aujourd'hui, nous soyons dans la mutualisation de tout ce qu'on a dit, sans ostraciser personne. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'un enfant qui est positif, il va au fond de la classe et il est oh, regardez le doigt, un peu comme l'étoile jaune là-bas. Donc vraiment, il faut merci à tous les intervenants, parce que je pense qu'on a une richesse intellectuelle et scientifique. Les scientifiques, c'est nous, c'est pas eux là-haut. Les scientifiques, c'est nous. Les intellectuels, c'est pas eux là-haut, c'est nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. Je vous rappelle donc que c'était dans le cadre des Amis de l'Université. Je vous incite à visiter le site. Malheureusement, étant donné les restrictions à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup d'événements qui sont possibles, hein, puisque c'était en fin de journée pour permettre au grand public de venir. Mais cette association est importante parce que elle est un lieu de débat, on a pu le voir, qui peut se transformer en tribune par moment. Donc elle est importante. Si vous jugez que les activités vous intéressent, je vous en prie, visitez le site et éventuellement devenez adhérent. C'est pas grand-chose. Hein. Mais ça permet de soutenir ces activités et d'avoir ces lieux d'échange et de rendez-vous. Merci beaucoup à tous les intervenants. Juste un mot pour parler de l'actualité des Amis de l'Université. Pour ceux qui ont encore un petit peu de courage, je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h à l'espace Le Comte de Lille de Saint-Paul, parce que nous faisons une conférence sur l'islam. Vous voyez qu'on n'hésite pas à faire des sujets chauds aux Amis de l'Université, et nous sommes très contents de pouvoir encore le faire dans les après-midi avant 18h. Merci. Et comme il n'y a pas beaucoup d'activités à
l'université, vous pourrez retrouver cette vidéo en boucle sur le site Covid Médecin 974, entre autres. Et puis, comme ça permettra de retrouver tous les témoignages. Et puis, il y a une annonce qui est d'une personne qui est membre d'un collectif qui voudrait vous faire. Bonjour à tous, juste rapidement, il y a des volontés effectivement de se mettre en lien, de se coordonner. Donc il y avait un début de petite manifestation la semaine dernière sur le parvis des droits de l'homme de Montchampion. Je vous invite juste, en fait, on est en train d'essayer de créer quelque chose. C'est complètement embryonnaire évidemment, toutes les bonnes volontés sont venues. On se retrouve, il est prévu de se retrouver, ce collectif s'appelle Voix Libre pour l'instant, d'accord. Et il est prévu de se retrouver samedi prochain, donc le 3 avril, confirmez-moi c'est bien samedi prochain, à 14h devant le parvis des droits de l'homme. Voilà, pour essayer de commencer à donner une inflexion, quelque chose, à une dynamique, éventuellement, mais bon, pour ça il faudrait qu'il y ait une autorisation au niveau de la préfecture, une marche à partir du parvis des droits de l'homme vers le centre-ville. Il faut juste quand même savoir qu'à La Réunion, il y a l'association bonsens.org, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est en train d'arriver. Donc on va essayer, ce serait intéressant qu'un collectif de citoyens se greffe sur cette association-là pour que les associations, parce qu'en fait, quand il faut faire une déclaration de manif, une marche, c'est soit sur la tête d'une personne, soit sur le nom d'une association. Évidemment, aujourd'hui, personne ne veut prendre ce risque-là pour multiples raisons. Donc si on arrivait à se greffer sur cette association bonsens.org, antenne Réunion, avec une antenne Réunion, à La Réunion, d'accord, ce serait parfait parce que je pense qu'on pourrait, toutes les énergies, tout ce qu'on a ressenti là, et toute cette colère, et toute cette révolte, tout ce qui nous anime aujourd'hui, pourrait enfin un peu se concrétiser dans la rue parce que je pense qu'il faut qu'on soit visible, parce c'est très bien ce qu'on fait, c'est le début de quelque chose, et moi j'y crois profondément, mais je pense que vraiment il va falloir aller plus loin, faire du bruit, et qu'on nous voit. Voilà, donc je vous invite à venir samedi prochain, 3 avril, 14h. Parmi les actions, n'oubliez pas de rendre visite au théâtre La Fabrique, où vous avez donc un théâtre occupé à La Réunion, et ils ont besoin de votre soutien, parce que ça va dans le même sens. À 14h, au Mail de Roserie, vous pouvez entendre cette chanson et danser, si vous voulez vous promener. Mail de Roserie à Saint-Gilles. Il y aura aujourd'hui, c'est une manif, c'est une balade. Aujourd'hui à 14h, au Mail de Roserie. Vous entendrez en musique. Chaque mesure autoritaire, chaque plan sécuritaire ressemble voler notre confiance.
ça donne du